avait coutume de dire, quand toute la famille n'était pas là, on va commencer, ça les fera venir. Donc je vous propose que nous commencions. Alors je vous ai déjà dit beaucoup de choses hier, et donc on va être très pratique, on va regarder des images, on va essayer de raisonner à partir de quelques situations types. Et puis je vais commencer par vous décevoir, parce que si vous venez en vous disant c'est bon, j'ai la petite liste des examens types qu'on va cocher chaque fois qu'on voit un patient qui a une uvéite, évidemment, malheureusement, cette liste n'existe pas. Uvéite, c'est des maladies, c'est presque 200 maladies si on inclut les causes les plus rares, sont des maladies extrêmement hétérogènes. Et donc il faut être subtil, il faut s'adapter à cette variété de maladies. C'est un peu comme si vous disiez fièvre en médecine. Fièvre, ça regroupe des tas de choses différentes. Vous voyez sur ces images, une arthrite idiopathique juvénile en haut à gauche, une choroïdite multifocale de toxoplasmose, une atrophie irienne d'herpès, une toxoplasmose, une uvite dont on n'a jamais trouvé la cause, une maladie de Burchot, une serpigineuse, un hypopion, un candida chez un toxicomane qui s'est injecté par voie intraveineuse, une uvite antérieure HLA-B27, une épithéliopathie en plaques en train de guérir, et une grossialite. Tout ça, ça s'appelle uvéite, mais en fait, ce sont des tas de maladies différentes. Et l'idée qu'il y ait une stratégie qui soit adaptée à chaque cas, non, il y a un mode de raisonnement. Et ce mode de raisonnement est toujours pareil, c'est simple. Est-ce que c'est infectieux? Est-ce que c'est pas infectieux? Est-ce que c'est juste l'œil? Ou bien est-ce que c'est l'œil et d'autres organes? Est-ce que c'est une maladie inflammatoire systémique? Ou bien est-ce que c'est une maladie oculaire isolée? Et puis on a parlé hier du reste. Et puis il faut être modeste, on ne trouve pas toujours la cause. Parfois on la trouve dans le temps. Et je vous disais hier la phrase d'un de mes maîtres en médecine interne, Loïc Guivin, qui disait « Le temps joue en défaveur du patient et en faveur du médecin ». Et ce qu'il voulait dire, c'est que souvent, c'est que n'est qu'au bout de quelques années que les diagnostics se révèlent, et pendant longtemps, on a cherché. Donc quand on regarde le grand camembert des uvites, on a à peu près 25% de cas de maladies systémiques prouvées. Là, il suffit de passer dans le couloir pour se rendre compte que ce patient, il a une spondylarthrite ankylosante. Vous avez vu sa forme, la forme de sa tête. 25% de maladies systémiques prouvées, donc 25%, on pense que, on n'est pas sûr, il y a eu un peu d'aft, il y a une uvéite, on se dit tiens, ça doit être une maladie de B7, mais on n'a pas tous les critères, ou ça ressemble à une sarcoïdose, mais on n'a pas la preuve histologique. 25% de maladies oculaires isolées, Burchot, épithéliopathie en plaques, serpigineuse, etc. Et puis 25%, vraiment on ne trouve pas la cause, et ça c'est dans toutes les grandes séries internationales. Qu'est-ce qui est important sur le plan sémiologique? On en a déjà beaucoup parlé hier, c'est bien de se dire où est-ce que ça part. Et on parle de sites primitifs d'inflammation. Si vous avez une grosse uvite antérieure qui se prolonge par contiguïté, ça va finir par donner de l'œdème maculaire, mais ce n'est pas une uvite postérieure. Et donc les étiologies ne sont pas les mêmes. Donc il faut vraiment avoir conscience du site primitif de l'inflammation, intermédiaire, antérieure, postérieure, ou bien tout à la fois. Alors, comme on est là pour se simplifier les choses, on va commencer par l'uvite la plus simple, celle qui, à elle toute seule, représente presque 40% comme ça des causes d'uvéite quand on prend toutes les uvéites confondues. Vous avez une uvéite antérieure, et ce qui est formidable, c'est que le vieux dogme selon ce qui est antérieur, c'est accessible à un traitement topique, et ce qui est postérieur, il faut un traitement péri-intraoculaire ou par voie générale, reste vrai. Donc l'uvite antérieure, sauf cas particulier qu'on va voir dans quelques instants, le traitement topique est efficace. Quand on a une uvite antérieure qui ressemble à ça, je pose des questions. Est-ce que vous avez mal au dos? On va revenir ensuite dans quelques instants là-dessus. Et puis je fais un test, je fais la recherche de l'HLA-B27. Alors c'est casse-pied maintenant en France parce que comme c'est des tests génétiques en biologie moléculaire, il faut faire signer un consentement spécial. Bon, on le fait signer, on fait le B27 et on prend la suite de la prise en charge en fonction de ça. C'est pas la peine de commencer à faire 40 examens. B27, il est positif, on va pas plus loin. Je sais que j'ai certains collègues qui vous disent dans toutes les uvéites, je fais une sérologie syphilitique, machin, etc. Non, malheureux qui arrive, qui a mal au dos, qui a une spondylarthrite et qui vient accompagné de sa femme et à qui on dit bon voilà, on va faire une sérologie syphilitique. Non, quand il a une uvite comme ça, j'ai vu beaucoup du syphilis oculaire, on en a parlé hier. Je ne fais pas une sérologie syphilitique, je fais B27 et on voit après. Alors, c'est très simple, si on fait bien, on est dans la colonne de gauche, si on fait mal, on est dans la colonne de droite.
Comment est-ce qu'on fait pour être toujours dans la colonne de gauche? Vous voyez, sur la cristalloïde antérieure, il y a ce que j'appelle les traces de pneus sur la cristalloïde antérieure. C'est-à-dire, on était juste à temps, ça a failli se coller, mais ça ne s'est pas collé. Et puis à droite, c'est trop tard. Et c'est pas bien d'avoir ça, parce que d'abord, le jour où il faudra opérer la cataracte, ça va être un peu plus compliqué, encore qu'on s'en sort très bien, mais enfin bon, c'est plus compliqué, c'est disgracieux. La pupille, on surveille moins bien le fond d'œil. Enfin bref, il ne faut pas qu'il y ait de synéchie. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y en ait pas? Le problème, c'est la première poussée. Parce que les premières poussées, les patients, de temps en temps, ils ont accès un peu tard à l'ophtalmologiste. Et encore que celles-là, ils ont généralement mal, ils y vont. Mais bon, de temps en temps, c'est très inflammatoire, ça se colle. Mais on n'a pas le droit à l'erreur sur les poussées suivantes. Et moi, ce que je fais, c'est un patient qui a une uvite antérieure, dans le cas de B27, qui a une spondylarthropathie, il repart avec une ordonnance, avec, quand on a fini de traiter la première poussée, en cas de suspicion de récidive, instiller 6 gouttes par jour d'hexaméthasone collyre, ne pas renouveler, consulter un ophtalmologiste dans les 24 heures. Mais ça lui permet, s'il a poussé, lui arrive le dimanche soir, quand il est en voyage au Maroc, parce qu'il a envie de prendre un peu de soleil au milieu de l'hiver européen, n'importe quand, de commencer à se traiter jusqu'à ce qu'il ait accès à une consultation d'ophtalmo. Et la comparaison que je donne tout le temps à mes patients, c'est celle-là. Et cette feuille de papier, si je mets le feu, avec la petite bouteille d'eau, je vais l'éteindre. Mais si on laisse se passer une demi-heure, il faudra toutes les casernes de pompiers de Casablanca pour éteindre l'incendie. Et c'est la même chose en matière d'inflammation oculaire. Si vous intervenez très tôt, vous cassez la poussée. Si vous la laissez s'enflammer, s'emballer, que quand nous on a des flares métères et qu'on se retrouve avec 100 fois la normale, ça arrive, et bien là, ça devient très difficile de calmer l'inflammation intraoculaire. Donc il faut donner cette ordonnance d'automédication une fois que les patients ont une poussée. Alors, on aime bien faire des choses scientifiques avec Dominique. Et donc, on avait repris, il y a maintenant pas mal de temps, 175 cas, on doit être à plus de 1000 patients maintenant qui ont des spondylarthrites. Et on les a... donc, chaque fois qu'on avait une uvite antérieure, on recherchait la HLA-B27. Quand c'était positif, hop, on adressait au rhumato. Alors, on a ce graphique assez intéressant. Vous avez ici, en abscisse, donc l'âge de la première poussée d'uvite, et puis en ordonnée, l'âge auquel ils ont mal au dos. Alors vous voyez par exemple celui-là, il a fait sa première poussée d'uvite, il avait presque 20 ans, mais il avait mal au dos depuis qu'il avait 10 ans. En général, c'est des spondylarthrites axiales. Vous savez qu'il y a des spondylarthrites axiales et périphériques, c'est plutôt les axiales, douleur du bassin, du rachis. Et donc ce qu'on voit, c'est que la plupart des points sont là. Mais c'est l'histoire de M. Durand. Ça faisait des années qu'il avait mal au dos, il a changé sa literie, il a mis des billes en bois sur le dossier du siège de sa voiture. Enfin bref, il a fait plein de trucs. Il est allé voir le chiro, machin, le truc. Et puis un jour, il fait une poussée d'uvite et on comprend que son mal de dos, en fait, c'était une maladie inflammatoire. Et en ce sens, et quand on regarde la courbe du diagnostic de spondylarthropathie, on l'a énormément aidé grâce à sa poussée d'uvite parce qu'on a pu redresser un diagnostic. Il n'y a pas que pour des spondylarthropathiques. Moi, je pense que l'ophtalmologie, comme on est le seul organe où on voit à l'intérieur, on voit des tas de choses qui se passent que les autres ne voient pas. Ce qu'on voit dans l'œil, là, je suis persuadé que si les rhumatologues avaient une lampe à fente pour regarder à travers l'articulation et qu'ils voyaient la synovie, ils verraient la même chose. Ils verraient un tyndale et un flair dans la synovie, sauf que notre privilège d'ophtalmologiste, c'est qu'on est les seuls à voir. Alors, ce même monsieur Martin, on est en mai 2018, c'est sa 9e attaque d'uvite. Au passage, il y a un œil préférentiel. L'œil qui a fait la première poussée d'uvite, il a souvent rompu un peu sa barrière hémato-aqueuse. On dit que c'est une uvite à bascule. C'est vrai, ça peut toucher un œil et l'autre, rarement de manière concomitante, même exceptionnellement de manière concomitante, mais il y a un œil préférentiel. Bon, donc on est en mai 2018, c'est sa 9e attaque d'uvéite. Il n'en peut plus. C'est un jeune professionnel, il est cadre dans une entreprise extrêmement exigeante. Et puis, ça fait je ne sais combien de fois qu'il rate une réunion. Il est forcé de se précipiter à nouveau aux urgences ophtalmo quelque part, de trouver un ophtalmo, ce qui est un défi parfois en France, même en région parisienne de temps en temps. Et donc, il n'en peut plus. Et il nous dit, je vous en supplie, je ne peux plus, là, je vais me faire virer. Il faut que... renvoyer, pardon. Et il faut que je trouve donc une solution. Bon, alors on va traiter sa poussée, on va lui donner d'hexaméthasone, on va lui donner 6 gouttes la première heure, puis ensuite une goutte toutes les heures pendant 24 heures. On va lui mettre de l'atropine, parce que pour éviter qu'il se synéchie, puis pour calmer sa douleur. Et ensuite, on va décroître, et ça marche. Vous voyez, le voilà 3 jours plus tard, il va beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter qu'il fasse pousser sur pousser ? Et si vous répondez, il faut que vous répondiez super fort, sinon je ne vous entends pas. Vous preniez un micro. Alors jusqu'ici, on était extrêmement démunis. On donnait de la salazopyrine, mais en fait, ça ne marchait pas. On avait tout le temps des poussées quand même.
La grosse révolution, et c'est une révolution coûteuse, c'est les anti-TNF. Hein. Les anti-TNF anticorps, c'est-à-dire l'infliximab, l'adalimumab, mais pas l'étanercept ou Enbrel. Mais quand on regarde le nombre de poussées, donc en fonction, donc quand on prend, vous voyez, on réduit d'un facteur presque 10 la fréquence de poussée, ça peut se compter en patients années, dès lors qu'on met les patients sous anti-TNF. Donc c'est extrêmement coûteux. Hein, c'est à peu près 900 € l'injection, c'est tous les 15 jours. Mais ça marche. Ça n'a pas d'AMM en France dans cette indication-là, donc il faut travailler avec le rhumato. Mais si le rhumato a une indication articulaire, waouh, le service rendu pour les patients, c'est considérable parce qu'ils font quasiment plus de poussées, ou quand ils en font, elles sont d'extrêmement faible intensité. Alors, il n'y a rien de mieux pour simplifier les choses, pour être pragmatique et d'être dans les cas cliniques. Donc vous avez vu le cas clinique de M. Martin qui avait des poussées du vite antérieures B27. On va reprendre un autre cas clinique. C'est plus M. Martin, c'est un M. X. Il a 32 ans, il est indien, il vit en France depuis une dizaine d'années dans des conditions extrêmement précaires. Et ça fait quelques années qu'il a eu des épisodes de rougeur, douleur des 2 yeux depuis des années. Il s'est fait opérer avant qu'on le voit de cataracte d'un côté déjà en Inde, et puis depuis 2 semaines on le voit avec une rougeur, une douleur des 2 yeux. Il y en a qui va bien, qui a 10 dixièmes, mais enfin il a quand même un tendal cellulaire de 2 croix et des petits précipités. L'autre œil, il a 3 dixièmes, il y a des précipités qui sont un peu granulomateux en inférieur, et j'en veux à nos internes qui n'ont pas photographié. Il a un tendal cellulaire et il est pseudophaque avec une cataracte secondaire. Quand on regarde son fond d'œil, c'est comme ça. Et qu'il y a des taches, hein, plein de taches partout. On va monter un peu les 2 yeux sont pareils. Ça, c'est en ICG, vous voyez que ça fait des taches hypo. Allez, en zoom. Vous avez l'angio, l'ICG, ça fait plein de taches. Pareil de l'autre côté. Au temps tardif, ça s'imprègne, on voit que ça diffuse un peu, que ça fait un peu des décollements séreux. Mais ils sont au temps tardif. Enfin, bon, il y a des décollements séreux en angio. Il y a surtout toutes ces taches. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire ? Alors, évidemment, on va rechercher une atteinte systémique associée, mais on ne le sait pas quand il vient nous voir. Hein. Il nous dit, lui, il vient pour ses yeux. Mais on va lui expliquer, monsieur, parce que mon premier discours dans ces uvites, c'est monsieur, voilà, vous avez une inflammation dans l'œil. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est juste l'œil ou bien si c'est une maladie systémique. Donc, on travaille avec les internistes, on demande aux internistes, on communique avec les internistes en décrivant le type d'uvite, un peu comme on a dit hier, avec quelle forme d'uvite c'est, etc. Et en lui donnant de l'information. Et là, on donne l'information, c'est granulomateux, il y a plein de tâches. Donc on donne une certitude d'hypothèse en première ligne. Donc qu'est-ce que vous mettez comme hypothèse dedans ? Comment ? VKH, c'est possible, hein, mais c'est atypique quand même. Hein, ça n'imprègne pas beaucoup, c'est pas si décollé que ça. Et puis, bon, les images, là, c'est un peu atypique. Mais oui, on va le mettre dans les hypothèses, mais je trouve que cette image, elle est vraiment pas très VKH. Tuberculose, oui, c'est un Indien qui vit dans des conditions précaires, c'est évident. Quoi d'autre ? Sarcoïdose, ouais. Voilà, on va communiquer avec les internistes et en fonction de ça, on va lui demander de faire quelques examens de base. Alors ils font les examens qu'ils font de base et on voit un enzyme de conversion qui est franchement élevé. Il a un quantiferron négatif, donc la tuberculose a priori elle peut être sérieusement écartée. On fait un certain nombre d'autres choses et on fait une ponction lombaire et la ponction lombaire est normale, hein, pas d'éléments. Donc ça, bon, ça peut se voir hein, même dans les Vogt-Kainé-Garada. Hein. On fait une biopsie de glande salivaire accessoire, ça c'est pas très invasif, c'est de bonne rentabilité, sauf que là, elle est normale. On fait donc un scanner, une IRM cérébrale qui nous montre rien de très particulier, mais ce qui va nous révéler des choses intéressantes, c'est donc le scanner thoracique. Alors ne me demandez pas d'être très fin lecteur d'un scanner thoracique, je suis ophtalmo, hein, comme vous, mais ce que nous disent les internistes, c'est qu'il y a une nénopathie sous-carénaire, voilà en coupe frontale, hein. Elle est là. Hein. Ça c'est vraiment... Voilà. Et puis, il y a une scissurite, paraît-il. Alors voilà, ils nous disent ça. Bref, on travaille avec les internistes. Encore de l'adénopathie. Et étant donné tout ça, on va à un deuxième round d'examen. Hein, donc c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que, un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait B27, on voit ce qui se passe avec B27, oui, non. Là, on fait des examens de débrouillage. Dans les examens de débrouillage, il y a le scanner thoracique. Le scanner thoracique nous dit il y a des nénopathies. On savait par ailleurs que l'enzyme de conversion était normale. Donc on passe au deuxième round d'examen pour essayer de l'avoir la preuve. Parce qu'avoir la preuve, quand on rentre dans des traitements de maladies chroniques, quand on a 5 ans, 6 ans de traitement et qu'on se dit finalement est-ce qu'il faut traiter ou pas traiter,
C'est-à-dire, oui, mais on traite quelque chose dont on a la preuve, c'est quand même complètement différent de traiter quelque chose dont on ne sait pas très très bien si c'était ça ou si c'était pas ça. Donc on fait une fibroscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire, il y a des bronches inflammatoires, on recherche quand même le BCAM parce qu'on le fait systématiquement, même si le quantiferon est négatif. Il y a une alvéolite et c'est une alvéolite lymphocytaire. Et quand on a un bon labo, il dose le ratio CD4-CD8 qui est augmenté. Et donc, il y a des cellules géantes multinucléées, on fait des biopsies bronchiques et le résultat tombe quelques jours plus tard. Il y a bien un granulome épithélioïde et gigantocellulaire qui, qui nous confirme le diagnostic de sarcoïdose. Et comme il a une atteinte pulmonaire, interstitielle avec un retentissement sur les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui n'est pas un examen qu'on a fait en première intention, non pas un examen à visée diagnostique, mais un examen de retentissement, alors on va le traiter par corticoïdes. On lui fait des bolus de corticoïdes, et puis une diminution progressive. Il va rapidement avoir, avec un traitement d'épargne cortisonnée, vous voyez, ça va mieux, ses décollements séreux ont diminué, il a bien monté son acuité visuelle, même si c'est bridé du côté où il s'était fait opérer de la cataracte en Inde, il est bridé à 6/10, mais vous voyez qu'il n'y a plus les décollements séreux, les granulomes, ça met longtemps à disparaître, vous voyez qu'ils gardent encore donc, ces taches qui vont disparaître, mais pas tout de suite. Bon alors, quelques autres cas, donc dans l'iris, les granulomes, ça peut être comme ça, ça ressemble à des taches de birdshot, mais ce n'est pas des birdshot, en voilà d'autres. Ça ressemble encore plus, je vous ai montré hier, des taches de birdshot, mais c'est pas comme ça. Ce qu'on aime beaucoup comme signe diagnostique, bon, outre l'uvéite antérieure granulomateuse, celle-là qui a été photographiée, avec ses précipités en graisse de mouton, ce qu'on aime beaucoup, c'est ces taches périphériques, ou de choroïdite multifocale périphérique, ou taches de bougie, qui sont un très bon marqueur d'orientation pour la sarcoïdose. Les voilà donc sur des clichés d'angiographie. On a l'impression qu'il y a des lésions à l'emporte-pièce. Même les anglo-saxons, parfois dans certains articles, ils appellent ça des lésions en taches de bougie. Et on a publié là aussi, avec les internistes, la valeur sémiologique de ça chez 37 patients qui avaient ces choroïdites multifocales périphériques pour voir. Et ce sont des bons marqueurs de sarcoïdose ou de sarcoïdose présumée. Parce qu'on n'est pas à 100% des cas pour retrouver donc le granulome gigantocellulaire qui signe le diagnostic. Alors ensuite, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro qui circule? C'est possible à la technique là-bas? Est-ce que souvent elles respectent le pôle postérieur? Vous voyez ces taches-là de granulome périphérique? Oui, c'est pas des taches, c'est pas la même chose que la panuvéite avec choroïdite multifocale ou la choroïdite multifocale avec panuvéite, qui est une maladie idiopathique. Et c'est vraiment des choroïdites multifocales plutôt périphériques dans la sarcoïdose typique, bien que le cas que je vous ai montré, là, était un cas exceptionnel avec des taches absolument partout, mais plutôt des taches qui n'étaient pas encore comme ça. Voilà, c'est le polymorphisme de la sarcoïdose. Mais c'est quand on a une uvéite qu'on ne comprend pas et qu'on voit ces taches périphériques, un bon marqueur pour s'orienter vers la sarcoïdose. Alors, d'autres taches blanches pour faire la diagnostic, celle-là c'est typique. Alors c'est une maladie qui est que chez l'Européen, on ne sait pas pourquoi, il n'y en a pas chez les Noirs, il n'y en a pas chez les Asiatiques, et il y en a quelques-uns, me dit un peu au Maghreb, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, c'est le birdshot. Bon, le birdshot précoce c'est comme ça, le birdshot très tardif c'est comme ça. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est la choroïdite multifocale, donc pas de la sarcoïdose. Je vous montre comment c'est début et quelques années plus tard. Donc au début, ça commence comme ça. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes taches que le birdshot, c'est assez spectaculaire. Et puis, ça se pigmente. Le gros problème, là vous le devinez, mais je ne vous ai pas fait tout le cas clinique, le gros problème, c'est que ça se néovascularise, ça, sur les taches. Et donc on se retrouve dans un double traitement. On a le traitement anti-inflammatoire de fond, généralement avec nécessité d'utiliser un immunosuppresseur, enfin un médicament d'épargne cortisonné, un immunosuppresseur, par exemple le méthotrexate. Et ensuite, le deuxième problème qui est de traiter la néovascularisation, et donc avec des injections d'anti-VEGF, voire parfois des injections d'implants d'hexaméthasone et d'anti-VEGF en alternant avec les deux. Cette patiente, ça fait 10 ans qu'on la suit. Si elle avait été prise en charge dans les années 80, ça serait aujourd'hui une acuité visuelle complètement effondrée.
Et elle, au bout de presque 10 ans, elle a une acuité visuelle qui est tout à fait honorable, d'avoir 7 et 8 dixièmes, quelque chose qui est, on est assez fier, hein, avec une grosse intervention thérapeutique, d'avoir maintenu sa vision. Bon, d'autres taches blanches, hein, l'épithéliopathie en plaques, je ne vous refais pas toute la sémiologie. Retenez que hypo, hyper, hein, hypo au temps précoce, hyper au temps tardif, et puis ça évolue très vite, très bien. Donc moi je vous ai dit hier, je ne les traite pas. Les multiple évanescentes white dot syndrome, et là on est dans de la tache blanche, mais qui est infectieuse, donc c'est de la tuberculose. Hein. Et donc il faut y penser, ça existe, on les voit régulièrement chez des patients VIH. Vous savez que ça survient avant les stades ultimes d'immunodépression. Et donc, il faut faut pas se tromper, parce que là, si on commence à donner des corticoïdes, qui plus est chez un patient immunodéprimé, ça ne va pas aller bien du tout. Donc, tout le problème dans ces taches blanches, hein, c'est que c'est difficile de faire le tri, d'où l'intérêt d'une bonne sémiologie, d'où l'intérêt de céder des collègues internistes dès lors qu'on a une suspicion qu'il peut s'agir d'une maladie systémique, et puis de ne pas hésiter à tâtonner. Hein. C'est pas forcé à la première consultation de trouver ce qui se passe. Hein. Il faut être étape par étape. Si on a besoin de gagner du temps parce qu'il y a un œdème maculaire d'un côté, qu'on a l'impression qu'il y a une urgence, qu'est-ce que vous faites? Un patient comme ça qui a une grosse uvéite postérieure avec des taches, vous ne savez pas très bien comment on va sortir, il y a un œdème maculaire, vous dites ah, mais j'ai pas le temps de faire tous les examens et tout. Comment vous faites pour le gérer en pratique? Pardon? Alors donc ce que j'ai entendu, c'est je cherche la tuberculose en premier et après je démarre les bolus. C'est pas mal. Et la tuberculose, il faut avoir, c'est-à-dire le scanner thoracique, on peut l'avoir le lendemain. Mais moi, je ne vais pas tout de suite au bolus. Pourquoi je ne vais pas tout de suite au bolus? D'abord parce que si c'est un œdème maculaire unilatéral, je ne suis pas sûr que je fais des bolus. L'injection sous-ténionienne de 40 mg de triamcinolone, ça permet de calmer le jeu. Hein. Vous avez calmé le jeu localement, vous avez assez peu de diffusion systémique, donc vous avez le temps de faire vos examens complémentaires, vous n'avez pas tout masqué. Parce qu'une fois que vous avez fait vos bolus, moi je reçois sans arrêt des patients comme ça. Ouais, ça n'allait pas bien, paf, on a fait des bolus. Puis après on se dit, ah ouais, mais qu'est-ce que ça pouvait être? Puis le patient il arrive, il a 20 mg de corticoïdes, souvent il est déjà un peu cushingoïde, parce qu'en plus ça a été, les 20 mg, il est arrivé à pouvoir passer un mois, 1 mg kilo jour. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire parce que tout est négativé. Alors certes, on a éliminé la tuberculose au début, bon ok, mais tandis que si vous calmez le jeu avec une injection, qu'elle soit intraoculaire, mais bon, chez le jeune, c'est intraoculaire avec un implant de dexaméthasone à 30 ans, quand même, vous lui collez la cataracte un peu vite. Mais vous calmez le jeu avec une injection sous-ténionienne de corticoïdes, vous allez avoir l'effet d'un bolus local, mais vous avez plusieurs semaines, voire plusieurs mois de tranquillité locale d'un effet. Ça vous permet d'abord de juger de la corticosensibilité, et vous avez le temps de mener vos investigations systémiques, de prendre votre temps, de faire la biopsie de glande salivaire accessoire si besoin, de faire la fibroscopie bronchique, de faire tout ce que vous voulez faire, tout en ayant eu une réponse thérapeutique. Et c'est beaucoup comme ça que nous faisons. Et le bolus d'emblée, on n'aime pas tellement, sauf dans des cas très particuliers. Le diagnostic est évident. Le patient, il arrive, il a une aphthose bipolaire, une uvite postérieure, et puis des pseudofolliculites partout et des arthrites, et il y a marqué maladie de B7 sur son front. Ok, on va faire des bolus, parce que le diagnostic ne fait pas de doute. Mais dès lors qu'on a un doute diagnostique, surtout si il y a un côté unilatéral, vous avez le temps de faire un peu de local, de continuer votre bilan, et puis ensuite, on pourra réfléchir à tête reposée à ce qu'on fait. Oui. Il faut parler super fort, ou j'essaie de répéter votre question. Et merci au docteur Bonnel de faire Monsieur Loyal. Alors, si on a un œdème maculaire bilatéral, ouais. Et le patient est mis sous corticothérapie par voie générale, puisque c'est une atteinte bilatérale. Alors, j'ai une question. Juste, attendez, je ne suis pas complètement d'accord avec votre postulat, parce que si je ne sais pas ce que c'est, qu'il a un œdème maculaire bilatéral, mais que j'ai une urgence, je mélange. Le problème, c'est le mélange de l'urgence diagnostique et de l'urgence thérapeutique. Quelle est ma priorité? Attendez. Oui, juste, c'est une situation qu'on a tout le temps. Okay. Il a un œdème maculaire bilatéral, on a une impression d'urgence thérapeutique, mais on n'a aucune idée de ce qu'il a. On dit, zut, je vais faire un bolus, mais fini, je grille toutes mes cartes de savoir ce qu'il a. Est-ce que je peux attendre une semaine, le temps qu'il ait le scanner thoracique, si je pense que c'est une sarcoïdose ok, comment vous faites? Ça m'arrive de faire du sous-ténonien bilatéral. Hein. Je ne suis pas intraoculaire, ça me laisse le temps. Il a fait sa sous-ténonienne bilatérale. Ok, je peux aller discuter avec les internistes, je peux faire mes examens séquentiels. Je ne vais pas négativer ce qui va se passer, je vais calmer le jeu, j'aurai une réponse thérapeutique immédiate, je n'aurai pas fait courir de risque au patient.
Je préfère évidemment quand c'est unilatéral, mais ça m'arrive de faire comme ça. Plutôt que vous faites le bolus tout de suite, et après, vous dites, ah zut, c'était peut-être quand même une sarcoïdose, mais j'ai pas eu le temps de faire le lavage, pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, etc. Voilà, c'est juste pragmatique. Hein. Vous m'avez répondu, merci. Bon, ok, merci. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que dans ces situations inflammatoires, notre problème, c'est le conflit de loyauté. Hein. On a une loyauté étiologique et une loyauté thérapeutique. On se dit, zut, plutôt l'étiologie ou le traitement? Les deux, mon capitaine. On va faire l'étiologie parce qu'on veut quand même... Dès lors qu'on met un traitement systémique, moi, si je vais prendre 3 mois de corticoïdes, voire 1 an de corticoïdes et un immunosuppresseur, je préfère qu'on se dise que je le fais sur une raison valable, même si je sais qu'au bout du compte, il y aura à peu près 25% des cas dans lesquels je ne trouverai pas. Enfin, au moins qu'on ait cherché. Et donc, avec le local, vous pouvez vous débrouiller, vous avez le temps de faire. Avec toutes les exceptions, je vous dis, hein, s'il arrive avec marqué maladie de B7, bien sûr, on y va, on fait les bolus. Hein. Bon, les tâches, c'est formidable, sauf que c'est difficile. Vous voyez, ça c'est un cas absolument exceptionnel, j'ai toujours pas publié, donc je vais le publier avec Dominique. Et 2004, il y a une maladie de Birdshot typique. On n'est pas très bon sur le plan thérapeutique parce qu'il avait 10 dixièmes, il n'avait pas d'œdème maculaire, pas tellement de vascularite, donc on ne l'a pas traité, ce qui est à peu près le cas de certains nombres de maladies de Birdshot, sauf que c'est devenu un albinos. Enfin, non, je plaisante, mais vous avez eu un albinisme. La maladie a continué à évoluer, il a rétréci son champ visuel. Ça, c'est un cas hyper caricatural, mais il faut savoir que malheureusement, les éléments sémiologiques d'orientation, ils sont parfois éphémères. Et là, vous avez une maladie. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des maladies de Birdshot, sauf qu'au bout d'un certain temps, les signes de la maladie de Birdshot s'effacent. Alors, nous avons une question au premier rang. Oui, Monsieur, moi, voulez-vous présenter d'abord? Avec José Sahel, on avait vu plein de rétinopathies pigmentaires qui, au final, étaient des Birdshot. Tout à fait. Et c'était quelque chose d'énorme parce que ces gens venaient à un stade où ils n'avaient plus de vision quasiment et on leur disait qu'ils avaient une maladie curable. Absolument. Enfin, curable parce que c'est quand on est à ce stade-là, la réversibilité ils auraient eu une maladie curable si elle avait été bien prise en charge. Tout à fait. Cécitante. Tout à fait. Mais tu as parfaitement raison. D'ailleurs, on a plein de cas comme ça, ce qu'on appelle avec Dominique nos cas pseudo-rétinopathie pigmentaire. Et c'est un vrai sujet parce que autant on est sûr que nos moyens thérapeutiques traitent bien l'œdème maculaire, autant on est sûr que les vascularites, on peut les éteindre, autant la progression, la limitation de la progression de l'atrophie, avec des cas ultimes, on peut remettre la diapo empêcher bon, ça c'est vraiment un cas caricatural, mais tu as raison, et c'est difficile, et ça reprend ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que nos objectifs thérapeutiques, ils sont multiples. Il y a un axe acuité visuelle, il y a un axe inflammation, il y a un axe champ visuel, et il faut prendre tous ces paramètres en compte pour avoir une approche multiparamétrique et bien définir ce qu'on va traiter. Mais oui, on a plusieurs cas comme ça. Alors, on reste dans des cas cliniques. Moi, je trouve que de toute façon, raisonner à partir des cas cliniques, c'est toujours comme ça qu'on avance le mieux. C'est monsieur A, il a 34 ans, il a une baisse d'acuité visuelle unilatérale depuis 4-5 jours. Je vous montre son fond d'œil. Bon, en 2D, on voit pas très bien, mais en 3D, on voyait mieux. Avec l'angio, vous allez voir un peu mieux, ça se remplit. Ça se remplit au temps tardif. C'est pareil des deux côtés. Voilà l'image infrarouge de l'OCT, et voilà l'OCT. Ok, là, on est tous d'accord, vous en voyez beaucoup. Il y a 3 lettres, ok, Vogt-Koenigsegg-Harada. Bon, donc on travaille avec les internistes, je préfère que ce soit eux qui fassent la ponction lombaire plutôt que les ophtalmos, ça fait moins mal et ça marche mieux. Et donc ils nous disent qu'effectivement, lui il a une méningite lymphocytaire, donc il a 660 éléments, donc 95% de lymphocytes, et le reste est négatif. Bon, ok. Ce qu'il faut savoir, ça c'est notre série à nous, j'aime bien l'autocitation, c'est toujours formidable, mais il y a d'autres séries. Ce qu'on voit, c'est que dans ces formes européennes, la forme avec tous les critères, la méningite, le vitiligo, etc., c'est rare. Hein. Le vitiligo notamment, c'est vraiment tardif. Vous savez que ceux qui ont fait les critères, c'est essentiellement des Américains. Les Vogt-Koenigsegg-Harada qui sont vus en Amérique du Nord, c'est beaucoup les Amérindiens, qui ne sont pas les plus riches habitants des États-Unis, qui vivent dans des réserves indiennes. Leur accès aux soins est assez limité.
Et donc, ils ne voient pas bien. Le temps qu'ils aillent voir leur généraliste, que leur assurance fédérale leur dise c'est bon, vous pouvez voir l'ophtalmo, le temps que l'ophtalmo, qui n'est pas un ophtalmo spécialiste du visite, qui n'a jamais vu de maladie vocale, les adresse à un endroit où vous connaissez la maladie, il y a souvent eu un retard considérable. Il ne faut pas croire que tout le monde est bien traité aux États-Unis, notamment ces populations. Et donc, quand ils voient des cas, ils ont tout. Parfois, ils me montrent les cas des Américains où le décollement de rétine est tel que la rétine touche le cristallin, avec le vitiligo, etc. Tandis que nous, les cas que nous voyons dans des pays, y compris le Maroc, avec des systèmes de soins qui sont franchement mieux que cela, eh bien, heureusement, ils sont traités plus tôt et c'est un bon pronostic. Tout le débat thérapeutique sur le VOC-Caneghi-Rada, c'est est-ce qu'on traite juste la poussée et puis après on s'arrête, ou bien est-ce qu'il faut instituer un traitement immunosuppresseur systématique? C'est pas tranché. Mon impression, c'est qu'on rejoint sur le segment postérieur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la feuille de papier et le B27. C'est-à-dire ceux qui ont été pris en charge très tôt, qui n'ont pas été décollés longtemps, qui n'ont pas eu le temps d'altérer leur barrière hémato-rétinienne externe de manière irréversible, ceux-là, on les récupère bien, on leur donne 1, 2, 3 bolus, c'est dur, il faut un gros poids thérapeutique, puis ensuite une corticothérapie de relais, et si on les a pris tôt, ça va se calmer, et généralement on va s'en tirer juste avec les corticoïdes. Ceux qu'on a pris tard, avec vraiment des dégâts irréversibles de la barrière hémato-aqueuse, ça va être très dur, ça va être des médicaments adjuvants, d'épargne cortisonnée, parce que sinon on n'y arrivera pas. Parfois ils ont des séquelles. Et un petit truc, c'est que de temps en temps, on a parfaitement résolu les choses au niveau du segment postérieur, mais 5 ans, 10 ans après, ils se mettent à récidiver au niveau du segment antérieur, c'est décrit, c'est publié dans la littérature, et que c'est plutôt des uvites antérieures assez difficiles à juguler. Alors on fait un double cas clinique, monsieur C et monsieur A, qui n'ont pas la même psychologie, mais la même maladie. Alors C, il a 36 ans, A, il a 34. Ils sont tous les deux originaires d'Afrique du Nord, mais de 2 pays différents, mais pour ne pas m'attirer peut-être pas de polémique et de politique, je ne vais pas citer les 2 pays. En tout cas, ils vivent tous les deux, ils sont entre la France et le Maghreb. C, il a eu une panuvite de l'œil droit en 2011, une autre en 2012, ensuite il a eu une panuvite en 2013. Il est sous corticoïdes et c'est contrôlé, et on le voit, il a 1/20 d'un côté parce qu'il a une grosse cataracte, 10/10 de l'autre. A, il a fait une uvite postérieure de l'œil gauche, puis bilatérale. Il a été traité de la lourd, lui aussi, avec des bolus. Et puis, il a fait des récidives d'uvite bilatérale 2 semaines après son sevrage. Il est sous corticoïdes et il a 8/10 de chaque côté. Donc, en gros, ils ont tous les deux un gros passé d'uvéite, mais A, il part mieux que C. Lui, il a 8/10 des 2 côtés, l'autre, il a 1/20, 10/10. OK ? Et puis, ils ont tous les deux des ulcérations bipolaires. L'un a des pseudofolliculites, l'autre a des érythèmes noueux. Ils ont marqué en gros maladie de B7. OK. Sauf que la suite va être un peu différente. C, il prend bien son traitement. On lui dit ce qu'il faut, hop, on le prescrit, il suit. Et A, il fait un peu ce qu'il veut, et on les suit. C'est l'histoire réelle, on les a vus en même temps, même année, on les suit en même temps. De temps en temps, ils venaient tous les deux à ma consultation, il y avait C et A en même temps. Donc C, on lui donne de l'imurel, de l'azatioprine, et puis comme il récidive chaque fois sous azatioprine, chaque fois qu'on essaie de diminuer la corticothérapie à 10 mg, on lui donne de l'adalimumab, donc un anti-TNF selon le protocole des études visuelles, et on arrive à diminuer la prednisone de 10 à 5 mg. A, celui qui partait avec 8/10 de chaque côté, fait ce qu'il veut. Il ne vient pas toujours, de temps en temps il ne vient pas à la consultation. Il a l'impression que quand ça ne va pas bien, il a l'impression qu'il voit un peu plus fou. Il augmente ses corticoïdes, puis ensuite, quelques semaines plus tard, il arrête de les prendre. Des patients comme ça, vous en avez tous eu. Il y a ses copains qui disent que c'est des poisons, tous les médicaments. Bref, il va voir des gourous divers et variés pour se soigner autrement, ou tout simplement il fait l'autruche et il ne veut pas savoir. Et voilà ce qui se passe 1 an plus tard. 1 an plus tard, celui qui avait 1/20 de cet œil-là, il est remonté à 4/10 faible, mais c'est à cause de sa cataracte, et on va s'en sortir quand on opérera sa cataracte. L'autre œil à 10/10. Et A, qui faisait la carte, A, il est venu nous voir un jour, et il avait ça. Et ça, c'est quoi ? Il a fait une poussée aiguë de vascularite occlusive, comme on voit, et avec rétinite, comme on en voit dans les maladies de B7. Il vient nous voir ce coup-ci là en urgence, il a compté les doigts du côté droit, et il aura compté les doigts du côté droit pendant toute sa vie parce qu'il n'a pas suivi son traitement. Il a eu 10/10 de l'autre côté, il a, vous voyez l'OCT, et c'est fichu. Et le problème de la maladie de B7, c'est que ça peut être fichu d'un coup. C'est-à-dire qu'ils se font un mélange
mais soit les deux à la fois, soit l'un ou l'autre, d'uvite chronique, mais également de poussée. Et dans les poussées, il peut y avoir des vascularites occlusives, y compris des vascularites occlusives artérielles. Il n'y a pas tellement d'uvite qui donnent des vascularites occlusives artérielles. Il faut se méfier entre deux diagnostics principaux qui sont les rétinites virales et puis la maladie de Behçet. Et si on ne traite pas, l'épée de Damoclès, de temps en temps, elle tombe, et c'est ce qui est arrivé. Alors, l'azatioprine, c'est une des rares choses qui est fondée sur des preuves. C'est un vieil article turc qui montre que quand on donne de l'azatioprine, on va avancer, mais ils vont mieux que le placebo. Et puis, les anti-TNF, ça a beaucoup révolutionné les choses. Je vous passe, mais maintenant, il y a beaucoup de données qui montrent, et toute une discussion pour savoir, c'est cher, mais si c'est même pas... certains le donnent en première intention. Voilà. Pas tous, et puis raison économique. Bon, je vous montre d'autres cas de maladie de Behçet. Alors vous connaissez aussi bien que moi. Ça, c'est un piège. Celui-là, de temps en temps, c'est pris pour une toxoplasmose. Je vous ai montré hier. Celui-là, on va aller détailler celui-là. Un jeune homme, il vient nous voir, il a une vingtaine d'années, c'est un brillant étudiant, et il a ça. C'est sacrément impressionnant. Et vous lui dites que c'est fichu de cet œil ? En fait, assez surprenamment, on traite sa maladie de Behçet, on fait les bolus, etc. Et puis, on traite évidemment les territoires ischémiques de son occlusion artérielle. Donc, il garde une amputation du champ visuel, mais il a 8/10. Donc, il ne voit pas bien en bas d'un côté, mais le reste, il a 8/10 de cet œil-là. Puis, il n'a jamais refait de poussée parce qu'on l'a traité. Tout le débat, toute la polémique de la maladie de Behçet, vous la connaissez, comme moi, c'est quand est-ce qu'on arrête le traitement ? Est-ce que faut-il l'arrêter ? Et là, c'est la controverse absolue. Quand on va dans des conférences internationales sur l'uvite, on dit, qui s'est rien passé pendant 1 an, qui arrête le traitement, il y a quelques mains qui se lèvent, 2 ans, la majorité, puis il y a une minorité de gens qui traitent pendant 5 ans, voire toute la vie. Un des grands spécialistes de la maladie de Behçet en France, c'était le professeur Bertrand Wexler de l'Épidie-Salpêtrière, un interniste reconnu, célèbre, et tous ces patients gardaient toute leur vie, dès lors qu'il y avait un diagnostic de maladie de Behçet, 5 mg de cortencil, 1 mg de colchicine. Colchicine, ça ne marche pas sur l'uvite, mais il donnait aussi, et 100 mg d'aspirine. À vie. Et c'est très controversé, et je ne vais pas vous apporter la réponse parce que personne ne sait. Bon, celui-là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Celui-là, il a eu de la chance, ce n'est pas la vascularite occlusive aussi sévère que l'autre, mais c'est bien méchant. Alors, voilà les questions. 1 an, 2 ans, 5 ans, toute la vie, personne ne sait. Ok, je vous fais un petit cas infectieux. Donc dans le pragmatisme, il a 54 ans, je crois que c'était un gendarme. Il vient nous voir parce qu'il a ça, il a très mal, il a très mal et il voit très mal. Quand on regarde le fondant, il dit tiens, c'est bizarre, ça ressemble un peu à une rétinite ACMV, mais c'est pas vraiment une rétinite ACMV. Ça c'est l'image Optos, ça c'est l'image avec une caméra classique. En OCT, c'est hyper soulevé, ça bombe. Et il va pas bien, il est fébrile, il est vraiment pas en forme, il a un syndrome inflammatoire biologique pas possible. Il a eu une cardiopathie ischémique des stents, mais il n'y a rien de très particulier. Oui, c'est bien ça, il est gendarme. Et à part ça, il y avait rien, et pas de voyage à l'étranger récent. Il n'a pas été gendarme dans des théâtres d'opérations extérieures, comme on dit. Dans le contexte où il va pas bien, les internistes cherchent un foyer infectieux un peu partout. Ils trouvent donc du Klebsiella pneumoniae dans le CBU et dans l'hémoculture. Il a des abcès hépatiques à Klebsiella. Voilà son scanner thoracique. Et en fait, ce qu'il fait, c'est une endophtalmie endogène à Klebsiella. Alors, on ne connaît pas bien ça en France, mais c'est hyper connu en Asie. Et on l'interroge un peu, et il aime bien, dans le 13e arrondissement à Paris, il y a tout un quartier chinois, il adore manger du soja, et il y a des pousses de soja qui contiennent des Klebsiella hyper virulentes. C'est un truc très connu, encore une fois, dans les pays asiatiques, moins connu chez nous, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est une endophtalmie. Il a fait une infection à Klebsiella avec une hémoculture positive, des abcès hépatiques, puis il a envoyé un embole septique au niveau de l'œil, et c'est ça qu'on voyait ici, et il faut s'en méfier. Voilà. Donc ça c'était Klebsiella, mais on voit, il y a statistiquement 1 à 2 patients par an dont on sauve la vie grâce à l'œil, parce qu'ils ont une anomalie valvulaire cardiaque, font une endocardite sur un soin dentaire, un soin... ils vont voir quelqu'un qui s'occupe de leurs pieds, de ce qu'on veut. Ils ont une petite infection, ils ont une petite bactériémie, ils envoient un petit embole qui se met sur une valve qui a une anomalie. Puis ensuite, de manière hémodynamique, l'organe cible numéro 1, c'est l'œil. Et hop, ils font l'endophtalmie endogène. En voici des exemples. Et je vous dis que tous les ans, il y a un patient dont on sauve la vie. Bon, donc celle-là, ces endocardites infectieuses comme ça, et puis il y a les gros cas avec des abcès comme ça, un peu comme celui que je vous ai montré à Klebsiella.
Ça, c'était un cas tellement épouvantable que ça avait fini par se fistuliser, vous voyez, à travers la sclère et la conjonctive. Bon, dans l'infectieux, vous connaissez tous cette image, hyper caractéristique. Quand on voit ça, griffe du chat, voilà, super. Mais on ne fait pas la griffe du chat à tout le monde, sérologie. Enfin, moi, je ne fais pas de liste tout préétablie du vide. Encore une fois, je fais que de guider par la sémiologie et le pragmatisme. Ça, c'est une maladie qui est, même son nom évoque le bassin méditerranéen. Il a des boutons partout, il a ses petits foyers de rétinite. Oui, il y en a un qui est, y compris de l'œil gauche, en périphérie nasale supérieure. On va le traiter avec l'antibiotique adapté, un quinolone. Et ce qu'il a, c'est une fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc c'est une maladie transmise par les tiques. Alors on parle toujours de la maladie de Lyme. Je n'ai jamais vu d'uvide de maladie de Lyme. J'ai déjà vu des neuropathies optiques de Lyme, pas beaucoup, mais l'uvide de la maladie de Lyme, j'en ai jamais vu. Alors je pense que, bon, vous savez toutes les controverses sur... il y a beaucoup de psys en France qui sont persuadés qu'ils ont la maladie de Lyme. Il y a beaucoup de fausses sérologies positives de maladie de Lyme, en tout cas au début, et j'en vois jamais. En revanche, des rickettsiosis, on en voit assez régulièrement. Hein. C'était un patient qui s'était fait piquer par des tiques dans la région de Perpignan. Vous voulez qu'on dise quelques mots de toxoplasmose, hein, pour être dans le simplifier la prise en charge. Bon, les toxoplasmoses congénitales, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, on arrive après la bataille. Encore qu'il faut les surveiller au long cours. Bon, juste un petit rappel sur les toxoplasmoses. Hein. Il y a plein de formes cliniques différentes, on va les regarder. Les formes péripapillaires, ok, avec les fameux scotomes de Janssen, hein, on voit une autre comme ça. Forme occlusive, vous voyez, là c'est juste sur l'artère, et donc il y a une occlusion artérielle qu'on voit bien, avec une autre, ici. Là c'est de l'occlusion artérielle, de l'occlusion veineuse, c'est fait partie des complications classiques donc de la toxoplasmose. Surtout que vous voyez, ça c'est le foyer péripapillaire, il y a un œdème papillaire, une gêne au retour veineux, et puis il y a l'occlusion veineuse. Forme avec décollement séreux, sans doute beaucoup plus qu'on croit. Maintenant qu'on a l'OCT, on se rend compte que en fait, ça dépend de la localisation antéro-postérieure du foyer. C'est une rétinochoroïdite, hein, les foyers de toxoplasmose sont dans la rétine, mais quand ils sont un peu profonds, il y a souvent des décollements séreux. Ça, c'est formidable parce que ça répond très bien au traitement. Donc, quand on donne des corticoïdes sous couverture antiparasitaire, ça régresse très vite. Forme néovascularisée, là, on n'était pas sûr de ce que c'était. On a fait, pour le coup, une ponction de chambre antérieure qui nous a montré que le coefficient de démon était très élevé. On l'a traité comme on a pu, mais vous voyez que ça s'est mal passé, hein, avec une cicatrice centrale atrophique et en plus néovascularisée. Forme qui se complique de décollement de rétine. Hein, comme il y a eu de l'inflammation, c'est pas forcément concomitant, c'est plutôt à distance, mais comme il y a eu de l'inflammation, donc il y a des séquelles vitréennes, et toute séquelle vitréenne est susceptible de se compliquer de décollement de rétine, donc on voit ça aussi assez régulièrement. Donc, to treat or not to treat, comme aurait dit Shakespeare. Les principales antimolécules, les principales molécules antitoxoplasmiques disponibles, on peut se dire c'est que l'industrie ne se précipite pas au secours de la toxoplasmose oculaire. Le marché, ce n'est pas celui de l'hypertension artérielle ou des médicaments contre le cholestérol. Donc ce qu'on a, c'est des molécules d'indication historique, des molécules intéressantes comme le Zitromax, la zithromycine qu'on utilise beaucoup mais qui n'a pas d'indication. La Welvone, qui est peut-être très intéressante, mais dont l'indication c'est la pneumocystose, la pneumocystis carinii chez le sujet immunodéprimé allergique au Bactrim. Donc vous voyez qu'on est quand même très très loin de la toxoplasmose oculaire de l'immunocompétent. Et voilà, pourquoi ça marche ? Parce que ces deux enzymes qui servent à synthétiser les purines, le Toxoplasma gondii, il n'a pas de voie de secours, tandis que nous, les eucaryotes supérieurs, on peut s'en sortir avec de l'acide folinique donné de manière exogène. C'est pour ça qu'il faut donner des folates quand on donne ces médicaments-là, tandis que le pauvre toxoplasme, lui, il n'arrive pas à se sauver. Sauf que ça ne marche que sur les formes de prolifération active et que ça ne marche pas sur les bradyzoïdes. Ce n'est pas des médicaments qu'on donne n'importe comment, hein, ça c'est un patient que j'avais vu qui avait une toxoplasmose périphérique que personnellement je n'aurais pas traité, je vous en parle dans un instant, et qui faisait une toxidermie sous adiazine. Et puis, c'est assez rare qu'il y ait des médecins qui se retrouvent en garde à vue. Et ça, c'est une histoire d'il y a quelques années, pas très longtemps, hein, en France. Vous voyez, David C., père de famille de 2 enfants, devait se marier cet été, il est mort, suite à un traitement oculaire. La justice a été saisie, 3 hommes ont été placés en garde à vue, le médecin généraliste, l'ophtalmo, le pharmacien. Bon, alors l'ophtalmo, il s'était trompé dans les doses. Complètement trompé. Hein. Voilà. Donc il avait la diazine, ça se donne en grammes, le pyrimétamine en milligrammes, bref, il a fait l'inverse. Le pharmacien a délivré sans se poser de questions, ça faisait beaucoup de comprimés, mais il a délivré.
Et le patient, il a appelé son généraliste pour dire ça va pas, et le généraliste a dit bah, c'est l'ophtalmo qui vous a prescrit, hein, c'est une maladie oculaire, moi j'y connais rien, donc continuez. Bon voilà, tous les 3 en garde à vue, et un patient qui est mort. Donc c'est pas rien. Donc, ok, quand c'est périphérique, je ne traite pas. Je ne traite pas parce qu'on a vu un petit peu hier, en vous disant, en faisant le tri de ce qui était fondé sur des preuves et pas fondé sur des preuves, la toxoplasmose périphérique, ça a évolué spontanément favorablement, et à moins qu'il y ait une hyalite à 4 croix et que je ne vois pas le fond d'œil, ou quasiment pas, je ne traite pas. Quand il n'y a pas de menace centrale, hein, comme ça, voilà, ça va évoluer favorablement. Que la cicatrice fasse quelques microns de plus, quelques microns de moins, à cet endroit-là, bof, ça n'aura aucun retentissement. Le problème, il est plus dans la diversité. Hein. Ce cas-là, bah, il est franchement près de la papille. Il peut y avoir des atteintes des faisceaux des fibres ganglionnaires. Et donc lui, on va le traiter. Et là, je vous montre un cas d'évolution favorable. Hier, je vous avais montré un cas d'évolution très défavorable. Ça, c'est les cas les pires. Il y a une menace centrale. Ben là, maintenant, je suis plus azithromycine pyrimétamine que sulfadiazine pyrimétamine à cause des complications de la sulfadiazine. La corticothérapie, je vous ai dit hier aussi, c'est pas prouvé, mais c'est un petit peu la carte. On a l'intuition, mais c'est seulement une intuition sans preuve, que quand on donne des corticoïdes, sous réserve qu'on ait donné le traitement antiparasitaire d'abord, on va limiter l'œdème périzésionnel. En général, j'ai la question, mais combien de temps vous traitez? Ben, je traite selon ce que je vois. Dès lors qu'on ça cicatrise de manière centripète, et donc on a un anneau de cicatrisation périphérique, et puis progressivement, ça cicatrise vers le centre. Alors, ce qui est intéressant, c'est les traitements préventifs. C'est la seule chose qui est fondée sur des preuves. Là, il y a 2 études randomisées contrôlées brésiliennes qui montrent la même chose. Quand vous avez des patients qui font pousser après pousser, et que ça grignote au fur et à mesure en tournant autour de la macula, et que ça finit par venir grignoter le point de fixation, si vous laissez les patients sous traitement préventif avec Bactrim forte, un comprimé 2 fois par semaine, vous prévenez les poussées. Le seul problème, c'est que d'abord, c'est un traitement chronique. Puis une fois que vous avez fait ça pendant 1 an, 2 ans, le patient va dire alors stop ou encore, et que là, bah, il faut discuter avec le patient. J'ai des patients à qui j'ai fait stop et ça s'est très bien passé, des patients à qui j'ai fait stop et ils ont refait des poussées. Donc pour nous, les critères, c'est plus de 2 poussées par an, enfin 2 poussées ou plus, une menace maculaire, et avec les incertitudes. La bonne nouvelle pour vos patients, j'ai fini, c'est que quand ils vous demandent, mais docteur, quand est-ce que ça va s'arrêter toutes ces poussées, eh ben, la courbe est à pente négative. Au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Évidemment, j'ai fini, il n'y a pas de question quand ils sont déprimés, il faut traiter de manière systématique. Et juste un cas pour attirer votre attention, ça c'est un patient qui avait une maladie de Birdshot, il était hyper traité parce qu'il avait une forme hyper sévère, comme ça allait super mal, on a rajouté de l'Ozurdex, et il a fait une toxoplasmose iatrogène sous Ozurdex, de l'immunodépression de notre traitement. Vous voyez que c'est compliqué et que comme toujours, comme tout ce qu'on fait, il faut peser les rapports entre les risques et les bénéfices et que nos métiers sont compliqués. Merci, la cloche a sonné, on discute autour du micro si vous voulez.